On reste en mer avec cette étude de l'Université de Californie à San Diego sur un phénomène peu connu. 8 toneladas de este material flotan a la deriva por los océanos de todo el planeta. The Great Pacific Garbage Patch. It doesn't sound like a great place to live, but scientists have discovered coastal creatures making the huge plastic waste island their new home. Ne avrete sicuramente sentito parlare, ma cos'è, com'è fatta e come si è formata? Ces millions de tonnes de déchets plastiques agglomérés par les courants et qui flottent au milieu du Pacifique. Des sacs, des bouteilles, des gobelets que l'homme rejette tous les jours. Depuis des années, ces déchets dérivent et s'accumulent au gré des courants dans une zone de l'océan Pacifique. Cette zone est grande comme 6 fois la France. On l'appelle le continent plastique. Ahí lo vemos, ¿no? Como una tortuga pues come el plástico porque confunde el plástico con una medusa, ¿no? Y realmente lo que queremos transmitir es el problema del plástico mundial. Les déchets ne sont pas toujours visibles à l'œil nu. La plus grande partie a été transformée en millions de petites particules diluées dans l'eau. Leur concentration a même été multipliée par 100 en 40 ans. Buenos días a todos. Hoy estamos con Ana Isabel Almendros, profesora, investigadora y escritora española. Es la autora del libro Plastificados, publicado en 2024, una obra en la que explora el impacto de los plásticos y microplásticos en nuestra vida cotidiana, en nuestra salud y en nuestro medio ambiente. Con su mirada de científica y docente, nos invita a repensar nuestra relación con la naturaleza y a reflexionar sobre los cambios necesarios para el futuro. Muchas gracias por estar con nosotros. A ti siempre. Bueno, vamos a empezar con tu motivación. ¿Podría contarnos el camino que la llevó a escribir Plastificados? ¿Hubo un momento particular en su vida o más bien una acumulación de experiencias que le hicieron tomar conciencia de la importancia de tratar este tema? Pues han sido ambas cosas. Ha habido experiencias que me han inspirado y también ha habido una intuición, un momento particular que me llevó a tener una sospecha, una hipótesis que me preocupaba muchísimo.
Básicamente quería saber si me preguntaba si las plantas, los vegetales que nos comemos, también podrían absorber los microplásticos y por lo tanto podríamos ingerir microplásticos a través de ellos. Pero para explicártelo mejor me gustaría poderte mostrar algunos lugares y así explicártelo mejor. ¿Te parece? Vale. Entre las experiencias que me han inspirado, una de ellas viene particularmente de que soy muy observadora y sensible con el medio natural. Entonces, en todos mis caminos me voy encontrando con basura plástica, pero no hay que irse muy lejos. En este camino, de camino a mi trabajo, por ejemplo, voy por jardines urbanos como estos y me encuentro con basura de plástico en cualquier cuneta, jardín. Quizás la gente no vea nada, donde yo veo pues mucha basura, encuentras cosas insólitas, ahí hay poliestireno, plástico, aquí pues fíjate tenemos hasta una esponja, no sé qué tuvo, una pila y bueno, hasta una bolsa de basura. Yo con esto veo una idea clara. Yo de aquí deduzco una idea clara. Falta conciencia medioambiental y alguien tiene que contarlo. En segundo lugar, observando el mercado actual, nos siguen vendiendo objetos hechos de plástico que van a durar cientos de años y a los cuales le damos un uso fugaz y la gente los sigue comprando. Por ejemplo, hoy día en los colegios, sobre todo en infantil y primaria, los maestros y padres tienden a hacer trabajos con muchas decoraciones y en estas decoraciones se compran objetos de plástico minúsculos, los cuales incluso ya tienen el tamaño menor de 4 milímetros, es decir, que ya son microplásticos en sí. Hay múltiples ejemplos, muchos objetos de decoración minúsculos, todos hechos de plástico, con los cuales los niños decoran sus trabajos, juegan, aprenden a normalizar el uso de este material, creen que es inocuo. Tenemos, por ejemplo, más ejemplos, ojitos graciosos, todos ellos minúsculos, de tamaño de milímetros, bolitas de poliespan que se van a deshacer y micronizar en microplásticos, que el poliespan es muy tóxico, y así innumerables objetos. Con esta práctica estamos haciendo daño a nuestros hijos porque ellos normalizan el plástico, creen que es inocuo, y bueno, cuando se conviertan en adultos con grandes responsabilidades, por ejemplo, el alcalde de una ciudad, para él será normal poner un césped de plástico artificial para decorar los jardines. Otro asunto es el tema de los plásticos de un solo uso, de los vasos y plásticos de usar y tirar. Los vasos y plásticos de usar y tirar están prohibidos ya por la Ley Nueva de Residuos de España de 2022 y sin embargo nos encontramos que cubiertos están prohibidos, los platos están prohibidos y nos encontramos que nos los siguen vendiendo con la trampa de que nos dicen que bueno, que tiene 7 vidas porque es apto para lavavajillas. Realmente, ¿quién va a comprar esto para lavarlo? Y está fabricado de poliestireno, el contenido es de poliestireno, así con cubiertos, con platos y con vasos de plástico, todos para usar y tirar. Y aquí nos encontramos en este local que ofrecen agua a sus clientes en un bidón de policarbonato. Este tipo de plástico contiene bisfenol A en su resina. De nuevo nos lo sirven en vasos de plástico de usar y tirar. Este tipo de objetos está bajo objetivos de reducción del 50% para 2026. Nos encontramos ya a final de agosto de 2025. ¿Quién controla estas restricciones? Por supuesto que no es culpa del propietario del local, porque él pensará, bueno, mientras lo sigan vendiendo, yo lo sigo comprando.
Bueno, pues respecto al momento particular de mi vida que me hizo pararme, como decía, ocurrió aquí en este lugar. Nos encontramos en la planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos de Granada. Aquí viene toda la basura de los ciudadanos. Del contenido del contenedor gris, tras un proceso de triaje, pasa la materia a un compostaje primario. Ahí hay una mezcla, si puedes hacer un acercamiento, de materia orgánica mezclada con restos de basura, de plásticos y de todo tipo. Ahí pasa un tiempo aproximadamente de 6 meses. Entonces, ese compost primario, bueno, aquí tenemos una muestra y está lleno de impropios. Hay todo tipo de plásticos, distintas composiciones y partículas, o sea, trozos grandes. A esto le sigue un proceso de afino, un afino muy potente, un proceso muy complejo, y el producto final es aquella montaña marrón que es muy homogénea, aparentemente es muy homogénea, y es el compost final, pero técnicamente se llama bioestabilizado. Para que veamos el bioestabilizado, pues aquí hay una muestra que nos han dejado y uno podría pensar que es el compost porque parece abono de las plantas, pero sí que contiene macroplásticos a la vista, que se ven a la vista. Por ejemplo, no sé si aquí lo pilla bien la cámara. Hay macroplásticos y evidentemente va a haber muchos microplásticos. Claro, yo vislumbré una hipótesis con esto. Vislumbré la hipótesis de que si este material se usa en contacto con las plantas pudieran absorber ese plástico. Bueno, este material está prohibido usarse en agricultura, con lo cual es correcto, pero yo me planteaba si al estar permitido para otros usos como jardines urbanos, se permite para rellenar cunetas de carreteras. Y yo pensaba, bueno, ¿y si un agricultor también puede cogerlo, decir que no lo va a usar para plantar y luego lo planta? Entonces yo quería investigar si las plantas absorbían el plástico. Recuerdo que una de las catedráticas, colaboradora de mi tesis, me preguntaba, Ana, ¿pero tú qué quieres investigar? Bueno, yo quiero investigar si las plantas absorben el plástico al estar rodeadas de todo este tipo de materia con mezcla de restos de plástico. Y ella me dijo, no, las plantas que va, eso yo creo que no. Los lodos sí, pero las plantas no. Y bueno, mientras escribí el libro, otros científicos ya han demostrado aquella hipótesis inicial, que hay plantas como las lechugas, el trigo y tal, en el libro explico cómo sucede, absorben el plástico. Por lo tanto, nos encontramos ante un momento de máxima responsabilidad social y civil para que la gente, todos, usemos el contenedor marrón para poder obtener un compost puro, realmente puro, ya que este sí se va a utilizar en agricultura, para abonar plantas que nos vamos a comer. Así que aquí la gente no puede echar plástico y en ello estamos. En su libro, usted escribe que ya tenemos las primeras pruebas científicas que demuestran que estamos literalmente comiendo plástico, desde la orina hasta la leche materna. Cuando descubrió esos datos por primera vez, ¿cuál fue su reacción personal como científica, pero también como ser humano? Bueno, mira, como persona, como ser humano, siento desolación y desesperanza por el futuro en el que vamos a vivir, como puedes sentir tú o cualquier otra persona. Como científica sí que es verdad que me sorprendió mucho este tema, porque mira, a los químicos, bueno, pues nos enseñan, nos entrenan para ser capaces de analizar un contaminante y luego eliminarlo del medio. Y en este caso era diferente, porque el contaminante lo estamos echando nosotros al medio, con lo cual me parecía absurdo. Totalmente absurdo. Y entonces yo pensaba, bueno, ¿por qué somos tan tontos? ¿Por qué hacemos esto? Y por eso, de hecho, elegí para el eslogan de mi libro, elegí el eslogan
lo absurdo del comportamiento humano. Y bueno, en cuanto a los elementos que dices que están contaminados, bueno, ya por microplásticos, por ejemplo, el tema de la leche materna, a mí a nivel personal me impactó mucho, porque, bueno, pues cuando yo fui madre, el pediatra, y es la tendencia ahora de todos los pediatras, recomiendan la lactancia materna y alargarla cuanto más mejor, porque esa leche es la más pura. Entonces, indagar en ese artículo fuente y ver que es verdad que había microplásticos en la leche materna me provocó mucha tristeza. Su trabajo nació de un proyecto puramente científico, de un compromiso militante o más bien de un deseo pedagógico de compartir sus inquietudes con el gran público. Pues mira, nació básicamente de mi inquietud científica y de un proyecto científico. Yo no decidí escribir un libro, ni tampoco nadie me lo encargó. Eso surgió porque, como te he dicho, mi intuición, mi curiosidad me llevaba a investigar ese tema y a plantear un proyecto. Pedí una beca Leonardo en aquellos años, que finalmente pues no la conseguí. Yo quería saber si las plantas absorbían el plástico. Y por otra parte, hace 4 años, que fue cuando empecé a escribir el libro, nos asaltaban noticias inquietantes por todos los medios de comunicación, la tele, la radio, y cada vez más graves. Recuerdo que empecé a escuchar: hay microplásticos en la sal. Bueno, parece obvio porque la sal se obtiene del mar y en el mar hay plástico, pero luego hay microplásticos en la miel, hay microplásticos en el pescado. Y finalmente yo empecé a investigar para mí. Como yo tenía un poco el conocimiento científico de las técnicas que se emplean para analizar e identificar los microplásticos, gracias a las técnicas que yo usé en mi tesis doctoral, pues para mí era fácil discernir entre si un artículo, un resultado es objetivo, exacto o tiene una incertidumbre. Entonces yo primero investigaba para mí. Yo quería respuestas claras para mi persona. Yo quería saber si beber agua del grifo o beber agua de botella. Yo quería saber si incluso llegar a conclusiones más útiles. Yo quería saber en una misma bebida si se emplean distintos envases, por ejemplo, vidrio, tetrabric y lata, cuál envase es más seguro. Y entonces empecé a investigar para mí. ¿Qué pasa? Que al final me encontré con tanta información útil que elucidaba el problema, que daba claridad, que yo pensé que esa información era muy valiosa y podía compartirla con la sociedad para ayudar a los demás. Y por eso, ahí fue cuando decidí escribir y comunicarlo a la sociedad. Básicamente porque es como una recopilación muy sólida de lo que se sabe hasta ahora y que puede servir a la gente como una guía de referencia para, a partir de aquí, este es el problema y poder actuar. Vamos a hablar ahora de tu visión sobre la naturaleza y el medio ambiente. Empezamos con esta pregunta. En Plastificados, ¿usted recuerda que se han encontrado microplásticos en alimentos básicos como el agua, la cerveza, la leche, la miel, la carne o el pescado? ¿Qué imagen le da esto de nuestro mundo actual? La naturaleza tal y como la percibimos ya no es tan pura como creemos. Bien, pues yo respondería por partes a esta pregunta. Por ejemplo, si pensamos en que hay microplásticos en el agua, la cerveza, en bebidas, estamos aprendiendo que hay una contaminación en el entorno de fabricación de estos productos, ¿no? Hay una contaminación subyacente en el medio. Y me preocuparía más por saber que hay microplásticos en la carne, en el pescado, y te diría que mucho me preocuparía saber que hay microplásticos en la leche que ya no está envasada, en la ordeñada a mano, de la cual disponemos muy poca información. Esto nos dice otra cosa, nos dice que el plástico llega a todos estos animales que son nuestros alimentos por la cadena trófica. Es decir, unos se comen a otros y al final no lo vamos a comer nosotros, lo cual es más preocupante. Pero si lo miramos como me preguntas, desde un punto de vista
que nos lleve a la conclusión de que la naturaleza ya no es pura, existe el riesgo de que caigamos en la inacción y en la parálisis, en la ecoansiedad. Es decir, creo que esa conclusión no es nada beneficiosa, porque si pensamos que no es tan pura, pues ya podemos pensar, vale, pues entonces ¿para qué voy a hacer algo para arreglarlo si ya no hay remedio? Y nos lleva a la parálisis. Yo lo que quiero transmitir es esta información, o como yo lo veo, que se han descubierto este tipo de contaminantes en tantos sitios. Nos está dando una información clave, nos está dando una información que el plástico tiene una facilidad tremenda para transmitirse de un sitio a otro, y nos está dando a la vez la clave de la solución. La clave de la solución. Si se transmite con tanta facilidad, sabemos la solución, que es aislarlo. La solución tan fácil y tan difícil de llevar a cabo. La solución es aislarlo del aire, aislarlo de la tierra y aislarlo del agua. Aislarlo de todo el medio. Más allá de la materia en sí, el plástico puede verse como un símbolo. ¿Cree que representa una dependencia, una barrera o incluso una alienación entre el ser humano y su entorno? Claramente para mí es una barrera hacia el progreso sostenible. Nos hemos acostumbrado a muchas comodidades y somos dependientes de todas esas comodidades. Nos cuesta renunciar a la velocidad con que conseguimos las cosas. Nada más que para preparar, por ejemplo, el desayuno de un niño que va al colegio por la mañana, lo más rápido es tirar de un tetrabric, prepararle un bollito envuelto en plástico, que además procede de una bolsa comprada de plástico grande, donde todas las unidades van compartimentadas en plásticos individuales, que es el sobreembalaje, y con eso ganamos tiempo para trabajar y para ganar dinero. Y en esa prisa pues el plástico nos hace ganar tiempo, y claramente tenemos que abrir los ojos y ser conscientes de que hay que aprender a renunciar a ciertas comodidades para llegar al progreso realmente sostenible y a largo plazo. Ahora vamos a hablar de la dimensión personal y de tus compromisos con esa pregunta. Usted es profesora e investigadora. ¿En qué medida su papel como docente ha influido en su manera de escribir? Y si pensaba en sus estudiantes, en las nuevas generaciones, al redactar ese libro. Pues bien, como te dije al principio, yo no empecé a redactar un libro como fin, ¿no? Entonces, si vieras mi lenguaje del principio, no era nada didáctico. Yo empecé hace 4 años, no usé para nada la inteligencia artificial porque de hecho aún no estaba desarrollada, y yo pues investigaba como yo aprendí para hacer mi tesis o los artículos que he podido investigar en la universidad. Y entonces buscaba los artículos fuente, están escritos en inglés, así que yo leía en inglés, buscaba los datos que quería comparar, pues instrumental, rangos de medida, límites de detección, comparaba los datos y extraía conclusiones. Así que en realidad mi papel era un esquema, básicamente un esquema con datos e ideas principales. Cuando ya decidí que tenía información valiosa que comunicar y conclusiones interesantes, pues tuve que traducir ese material esquemático a un lenguaje que fuera entendible, y como es un problema global, yo quería llegar a todos los públicos. Mi objetivo es todos los públicos, con lo cual ahí sí que creo que me ha ayudado mi experiencia docente, porque he intentado usar un lenguaje sencillo, humilde, ordenando muy bien la información. Por ejemplo, si hay una idea que hay que explicar, un concepto nuevo, pues lo explico al principio, explico qué es un microplástico, qué es un nanoplástico, explico las bases para que cualquier persona que lo lea sea capaz de seguir el texto. Ahí sí me ha ayudado, te confieso, mi experiencia docente, y evito adjetivos rebuscados, no quiero adornar el texto, quiero ir al grano, o sea que sí, ahí reconozco que sí. Luego sí pensé, cuando fui desarrollando el libro, porque pasa por muchas etapas, pensé en
el público joven e investigador. Y hay una parte que les puede ayudar. Por ejemplo, pues es como, yo digo, esto es lo que se sabe hasta ahora, ¿no? Esto es una guía y esto es a donde hemos podido llegar a averiguar cosas. Pero doy pistas de investigaciones que se puedan continuar para que los jóvenes que tengan herramientas y recursos lo hagan y podamos avanzar. Por ejemplo, la doctora Leslie de la Universidad Libre de Ámsterdam nos iluminó en que, bueno, ella dedujo que encontró indicios de microplásticos en la sangre por primera vez y en la carne de animales de granja. Sin embargo, nos da esos indicios, pero no nos pudo demostrar que hay una transferencia del plástico de la sangre del animal al propio músculo. Vale, pues entonces yo planteo que se hagan este tipo de investigaciones para que las nuevas generaciones lo lean y lo puedan hacer. Que se investigue la sangre, la carne del mismo animal, o la sangre, la carne y la leche de la misma vaca. Es la única forma que tenemos de saber si hay una transmisión interna del plástico de la sangre al músculo. Evidentemente son investigaciones de mucha envergadura porque ya supone el sacrificio de un animal, pero bueno, ahí sí que pensé en el público joven que pueda ahora intentar aunar medios para seguir allanando el camino y dándonos información útil para progresar. En su vida cotidiana, ¿qué ha cambiado desde que tomó conciencia de la magnitud de esta invasión plástica? ¿Hay gestos o hábitos que ya no acepta? Sí, he cambiado cosas. Por ejemplo, en mi casa no entra una botella de plástico bajo ningún concepto. Otro ejemplo, pues vamos a comprar la fruta y la verdura a una frutería de barrio con nuestro carrito de ruedas. Llevo siempre una bolsa de tela en mi bolso, ¿no? Para evitar bolsas de plástico. Por ejemplo, otra cosa que he empezado a hacer es que relleno todos los botes de productos de limpieza que se pueden rellenar. Pues por ejemplo el detergente de la lavadora. Evidentemente no se puede hacer con todo, la lejía no te la venden a granel, pero bueno, lo que sí lo intento hacer. Y respecto a la ropa, pues por ejemplo, esto me ha costado mucho más trabajo, pero lo estoy haciendo en la renuncia. No me compro ni un vestido ni nada de ropa que sea de plástico. Miro la etiqueta y sufro, sufro porque a veces como mujer me gusta mucho el diseño, la moda y me encanta a lo mejor algún vestido, pero si yo veo que está hecho de poliéster, digo, no me lo pienso comprar. Y no me lo compro, renuncio. Este vestido es de algodón, porque tengo que ser coherente con lo que digo. Y en fin, que el vestido que me puse para enseñarte los lugares donde me inspiré es de poliéster, pero es de mi madre, heredado de mi madre, que tiene 74 años, y era de ella, de cuando era joven, quiere decir que ha tenido muchos usos. Así que así con todo. Y bueno, y me preguntas por hábitos que rechace. Pues mira, rechazo las fiestas llenas de globos. Me produce un rechazo total. Me duele mucho, por ejemplo, en Navidad, cuando en la cabalgata de los Reyes Magos se compite por ver qué ciudad echa más toneladas de caramelos envueltos en papelitos de plástico que van a acabar en el jardín, en la basura, no se van a reciclar. Eso me duele, cosas así. ¿Qué piensa del papel de los ciudadanos en esta lucha? ¿Un consumidor común puede realmente cambiar algo o la responsabilidad recae sobre todo en las instituciones? Pues sí que podemos cambiar las cosas, pero de nuevo volvemos al debate de renunciar o elegir entre comodidades y afán económico o ecología. A mí hay una canción que que la tengo siempre presente, que se llama The Seed, de Aurora, y te habla de esa elección, ¿no? Te habla de que el ser humano, pues, en esta sociedad capitalista en la que vivimos, ¿no? Perseguimos el dinero y hasta que el último río no está envenenado, hasta que el último árbol no esté quemado, no seremos conscientes
que el dinero no se come. Y esto es un poco igual, ¿no? Tenemos que abrir los ojos y aunque todos queremos tener y cubiertas nuestras necesidades, evidentemente de casa, coche, ropa, comida, pero hay que tener un equilibrio entre comodidad, afán económico y ecología, porque si no nos vamos a un colapso ecológico. Y bueno, sí que tenemos mucho poder como individuos, porque hoy día en todos los supermercados, cuando venden un producto, hay estudios de marketing muy profundos donde estudian cada producto en qué balda se coloca. Si un producto no se vende, se elimina. Entonces, si nosotros decimos esto no lo compro, esto no lo compro, esto no lo compro, no nos lo van a vender. Pero por otra parte necesitamos ayuda de instituciones y que premien a los ciudadanos realmente que son conscientes y que lo hacen bien, que nos premien. Necesitamos que este esfuerzo se vea recompensado. Si uno mira la etiqueta de la ropa, hace un esfuerzo, pues que tenga su recompensa. Si uno separa la basura, requiere un esfuerzo, pues que tenga su recompensa. Es decir, nos pueden incentivar pues con alguna propina por cada envase que devolvemos y medidas así, que nos premien. También necesitamos cooperación internacional para no sentirnos frustrados en el camino, porque lo que he dicho es global. De nada sirve que en Indonesia echen toda la basura de plástico al río. Y aquí tenemos un mecanismo de separación de materiales, pues vamos a ir a Indonesia a enseñarles a separar el material. Porque al final ese plástico que va a los ríos va al mar y nos va a volver a nosotros mismos. Así que hace falta ayuda institucional y hace falta cooperación internacional. Podría poner miles de ejemplos. De nada sirve que está la isla de plástico y hubo un joven al que hay que admirar, que en su edad temprana de 16 años, SLAT, pues organizó una fundación, Ocean Cleanup, para intentar recoger la isla de plástico. ¿Por qué no van todos los ejércitos del mundo a eliminar ese material de allí, con todos los recursos que hay? Y tiene que hacerlo una fundación. Mira las nuevas generaciones que crecen con palabras como ecología, biodegradable, sostenible. ¿Se siente optimista o preocupada por su futuro? Pues tengo mucha fe en todos vosotros, y Teo, te incluyo a ti en esa generación. Tengo mucha fe en todos vosotros. Creo que vais a actuar porque, bueno, no os queda otro remedio. Sois las primeras víctimas, lamentándolo mucho, y también pienso en mi hija en esto, del cataclismo hacia donde avanzamos, ¿no? Entonces, simplemente tenéis que organizaros mejor, uniros más y tenéis que hacer algo, eso sí. También hay una parte en la que seguimos fallando con los jóvenes, nosotros como adultos, me refiero a la educación primaria. Estamos fallando en educación primaria y en infantil, pues como yo he podido ver en la crianza de mi hija, en los colegios la animan a decorar, hacen millones de decoraciones usando materiales de plástico. Eso habría que mejorarlo mucho, porque lo van a normalizar, los pequeños, los jóvenes, los niños lo van a normalizar, y estamos creando tiranos del plástico, y eso también habría que mejorarlo. Imaginemos una escena dentro de 50 años. Si tuviera que describir en imágenes el estado de nuestro planeta, ¿cómo sería según usted? ¿Un planeta asfixiado por el plástico o un planeta que habría encontrado un nuevo equilibrio? Pues ahora mismo, como tengo tan presentes los macroincendios del norte de España, como tengo tan presente la dana que hubo, que arrasó e inundó los pueblos de Valencia, como he visto que la gente desconfía del agua del grifo y cada vez compra más agua embotellada, como he visto que amplían las embotelladoras y hasta niveles que el agua de manantial se va a ir reduciendo y se secarán los cultivos porque no habrá agua de pozo, pues tristemente, sintiéndolo mucho, veo un futuro oscuro. Por otra parte es verdad que 2050 es como la meta, es como nos lo están pintando como el final del túnel, porque para 2050 se pretende que funcione a nivel internacional la energía de fusión.
que nos libraría de todos los combustibles fósiles. Una energía limpia para siempre, con lo cual ahí hay una luz, ¿no? Ahora, si en paralelo, si eso se consigue, ojalá, y en paralelo actuamos para eliminar la contaminación de plástico que se nos ha ido de las manos, pues sería fantástico. Ahora voy a poner en perspectiva tu trabajo con el de Florence Gravas, escritora y profesora francesa. Florence Gravas, en Espace filmique et des orientations psychiques, describe el cine como un espacio donde uno puede sentirse desorientado, perder sus referencias. Cree que la crisis ecológica y en particular la contaminación por plásticos provoca una desorientación psicológica similar en nuestra relación con el mundo natural. Pues sí, creo que es muy similar. Porque normalmente, bueno, cuando uno nace, tiene la seguridad y la certeza de que la naturaleza produce bienes naturales, porque siempre ha sido así, así tendría que haber sido. Pero cuando una persona se entera que hay microplásticos en la sal, que hay que los mejillones y las almejas ya no son rico mariscos, sino que ahora se les pretende dar un uso como biomarcadores de la contaminación plástica de los océanos, te sientes desorientado, porque ya no tienes la seguridad que tenías y que tenías que tener de que la naturaleza te da cosas naturales. El cine para Florence Gravas y la escritura para usted son dos medios de expresión diferentes. ¿Cree que el arte y la ciencia se unen en una misma misión, hacernos reflexionar sobre el lugar del ser humano en el mundo? Sí, por supuesto. El cine y la escritura son dos medios de contar una historia. Lo que pasa es que son diferentes. Para mí, básicamente la diferencia es que intervienen otros sentidos. El cine pues es visual, audiovisual, es más rico, digamos, o es un medio como se asocia más al entretenimiento desde el punto de vista del espectador. Y mientras que la lectura, pues el lector lee de forma más introspectiva, te paras cuando quieres, puede ser intermitente, no es continuo. Puedes tomar notas, es otra forma diferente, pero al final aprendes una historia y bueno, te puedes entretener o reflexionar, etc. Vamos a concluir con tres pequeñas preguntas. Por ejemplo, ¿qué mensaje le gustaría dirigir directamente a los jóvenes que leerán Plastificados o que verán este documental? Pues mira, voy a aprovechar para decirles dos cosas. Una, que estamos a tiempo. Pero otra muy seguida, que es urgente, es un tema urgente, no nos podemos relajar ni dormir, que estamos a tiempo porque aunque hay una isla de plástico enorme, no ocupa todo el océano, aunque hay microplásticos en el agua, todavía hay ensayos donde hay agua del grifo sin ellos, entonces estamos a tiempo. Y que es urgente, lo digo con otro... unido a una reflexión que me gustaría compartirla con Florence Gravas, que es una cosa que yo he observado, quizás ella también la haya observado en el cine. He observado en el ser humano ocurre un comportamiento que consiste en que algo nos sorprende y nos acostumbramos a esa sorpresa y luego para que nos volvamos a sorprender otra vez necesitamos algo más grave. Ocurre esa secuencia y esa secuencia nos lleva a la parálisis. Digo en común con que puede resultarle interesante a Florence Gravas porque quizás a ella en el cine le ocurra que pretenda sorprender al espectador, pero cuando ven una película ya el nivel de sorpresa o de emociones es tan alto que para sorprender otra vez cuesta trabajo. Me explico con este tema del plástico. Yo me vi sorprendida con la... noticia de que había microplásticos en la sal, pero luego lo normalizamos. Luego nos viene la noticia de que hay microplásticos en la cerveza, lo normalizamos. Hay microplásticos en los peces de piscifactoría, lo normalizamos. Y enero de este año nos enteramos que había microplásticos en el cerebro. Saltaron todas las alarmas. Es como, ¿hasta dónde vamos a llegar? Porque la gente ya lo ha normalizado. Yo ya no veo que la gente se preocupe porque tengamos microplásticos en el cerebro como nos preocupábamos en enero.
¿Cuál será la siguiente sorpresa? Entonces, a los jóvenes le diría este mensaje: actuemos con urgencia y no nos adaptemos a esto. Veo también un paralelismo con el cambio climático, porque al principio hablábamos de evitar el cambio climático y ahora hemos pasado a hablar de adaptarnos al cambio climático, porque ya no nos sorprende. Entonces, eso a los jóvenes, miro a la cámara, estamos a tiempo, pero es urgente y por favor no lo normalicemos. Si tuviera que resumir su compromiso personal en una sola frase, ¿cuál elegiría? Pues respeto a la madre naturaleza. Vale. Y por fin, ¿qué les diría a quienes, como nosotros, intentan hacer dialogar diferentes culturas y autores en torno a la cuestión de la naturaleza y la sociedad? Pues felicitarte y felicitarte. Felicitaros a todos vosotros, porque esa es la clave. Es un problema, este tema de contaminación por plástico es un problema global y por lo tanto admiro tu iniciativa de unir culturas, porque la naturaleza pues no entiende de fronteras. Por ejemplo, los bosques de España proporcionan oxígeno a todos los franceses. Los bosques franceses nos dan oxígeno a los españoles. Entonces, tu iniciativa es el camino, dialogar, unirse, es el único camino que hay para conseguir una solución plena y global. Así que felicidades. Vale, pues muchas gracias por todo, por la entrevista. De nada, ha sido un placer. Adiós. Donc bonjour Monsieur Ganard, merci de nous recevoir aujourd'hui dans le cadre de mon documentaire franco-espagnol. J'ai déjà eu l'occasion d'interviewer Ana Almendros, une chercheuse espagnole, et Philippe Keméel, le maire de Carvin. Donc aujourd'hui je vais vous poser quelques questions afin d'aborder avec vous le rôle du lycée Diderot dans plusieurs dynamiques, donc l'ouverture au monde, la pollution plastique et ce genre de choses. Donc on va pouvoir démarrer tout de suite sur notre première partie. Donc le lycée Diderot et son engagement. Donc le lycée Diderot est depuis plusieurs années un établissement reconnu pour sa vitalité culturelle et ses projets ouverts sur le monde. Comment définiriez-vous son identité aujourd'hui ? D'abord, je vous remercie beaucoup pour cette initiative et je suis très heureux effectivement de vous accueillir. Le lycée Diderot, il repose sur 3 grands piliers. Un premier pilier autour justement du BFI, une ouverture culturelle à travers le projet international espagnol, qui est quelque chose qui est là depuis plusieurs années et qui est reconnu. Une filière autour des dimensions scientifiques au sens large du terme, et en particulier les filières, on va dire, STU2D, sur le développement durable, l'ingénierie, mais aussi une dynamique autour des sciences physiques, la science et vie de la Terre, des mathématiques,
qui est très forte. Et enfin, un troisième pilier, autour de l'économie et de la finance et de l'économie sociale et solidaire et l'économie responsable. Donc ces trois piliers-là font qu'on a une richesse et une diversité du public accueilli. Vous arrivez à la tête d'un lycée qui a déjà connu plusieurs projets européens et linguistiques, notamment avec l'Espagne. Quelle importance accordez-vous à ces ouvertures internationales dans la formation des élèves ? Alors d'abord, ici historiquement, le lycée Diderot de Carvin depuis très très longtemps a mis en place d'abord des classes bilingues en espagnol avec la continuité école, collège et lycée et puis désormais le BFI. Ça s'inscrit d'abord dans un cadre européen à travers les projets autour d'Erasmus qui permet une ouverture culturelle, une vision pour les élèves différente d'un autre système à la fois scolaire mais aussi de société. Donc ça permet à l'élève de construire sa citoyenneté avec davantage d'ouverture, davantage de vision extérieure d'un fonctionnement d'une société. L'établissement s'est déjà intéressé aux dispositifs européens, notamment autour de la mobilité et des échanges culturels. Voyez-vous ces démarches comme un levier essentiel pour préparer les jeunes à un monde plus globalisé ? Alors, oui, mais... Alors, d'abord, oui, parce que effectivement, ça leur permet de sortir de la ville de Carvin et d'aller voir effectivement d'autres éléments. Mais en même temps, ça s'inscrit dans le cadre des programmes, c'est-à-dire qu'il y a l'articulation aussi avec les programmes. Et à l'heure du numérique, cette ouverture, cette richesse sur un monde global, elle existe aussi à l'intérieur de l'établissement. Mais là, avec les échanges européens, et je parlais tout à l'heure d'Erasmus, mais aussi avec le BFI, ça permet aussi de vivre concrètement cette ouverture-là, et pas uniquement d'être dans le virtuel. Qu'une journée espagnole avait été organisée au lycée avec le soutien des enseignants et de Madame Sion, ancienne proviseure. Ces initiatives ont contribué à renforcer le lien entre Carvin et l'Espagne. Pensez-vous que ce type d'événement a vocation à s'ancrer durablement dans la vie du lycée ? Oui, bien sûr. Alors, pour l'anecdote, comme vous le savez, le territoire de l'Artois était un territoire espagnol au XVIe siècle, et il a été rattaché au roi de France avec Louis XIV, donc il y a déjà un terreau espagnol, j'ai envie de dire, ici dans ce territoire. Mais effectivement, ces moments événementiels, c'est à la fois des moments festifs et conviviaux, mais en même temps l'occasion de réfléchir sur les liens qui peuvent être établis entre la ville de Carvin et l'Espagne en l'occurrence. Et donc ce sera effectivement reconduit, il n'y a aucun souci par rapport à ça. Selon vous, comment ce type d'initiative aide-t-il les élèves à mieux comprendre la diversité culturelle européenne ? D'abord par la rencontre, c'est-à-dire que le fait que des élèves français rencontrent des élèves espagnols, ça donne une vision concrète de cette diversité. Et puis ensuite par la réflexion et l'analyse, c'est-à-dire dans la préparation du projet, dans le travail autour de la langue, dans la mise en œuvre de ce projet, eh bien, ça permet de montrer qu'il y a plusieurs stratégies, il y a plusieurs façons de voir les choses, il y a plusieurs visions, il y a des choix qui doivent être faits, et donc une diversité à construire. Dans Plastificados, l'auteur Ana Almendros alerte sur les dangers du plastique et sur la nécessité de repenser notre rapport à la nature. Pensez-vous que les établissements scolaires ont un rôle à jouer pour éveiller cette conscience écologique chez les jeunes ? Oui, au moins à travers 3 grands axes. D'abord les programmes, puisque ça fait partie des éléments de programme, alors soit dans les disciplines du tronc commun, soit dans certaines spécialités. Ensuite, dans les temps hors temps de classe, ce qu'on appelle les temps de vie scolaire, à travers notamment le rôle des éco-délégués, qui sont élus chaque année et qui permettent de sensibiliser autour de ce travail-là. Et puis, troisième grand axe sur lequel on peut travailler, à travers des projets qui peuvent être portés soit par des enseignants, soit par des élèves, en lien aussi avec des parents d'élèves, et on peut développer ce type de projet. Alors, on est vraiment là dans des politiques publiques éducatives qui datent à peu près de 2012-2013, ce développement-là, donc presque une quinzaine d'années. La mairie de Carvin défend l'idée d'une ville verte et responsable. Voyez-vous des ponts possibles entre cette démarche municipale et la vie du lycée ? Oui, complètement. Nous, on a une fabrique écologique, on en parlera tout à l'heure, qui existe, qui s'inscrit dans cette dimension de développement durable autour, 1, de la responsabilité, et 2, d'un changement de modèle autour du respect de l'environnement, et pas forcément d'un modèle productiviste qui détruit et la planète et parfois les ressources. Le développement durable est aujourd'hui au programme, mais aussi dans les projets de terrain. Quels exemples ou pistes concrètes vous paraissent les plus efficaces pour impliquer les élèves ?
Bien, ici, à travers la fabrique écologique, on a mis en place des projets comme par exemple l'aménagement d'un potager. On a des vignes, on a un verger aussi avec des arbres qui produisent des fruits, donc entretenus par les élèves, donc ça permet une sensibilisation. On a aussi des actions autour de la notion de gaspillage, de ramassage des déchets, qui permet aussi aux élèves de prendre conscience de la partie consommation, ce qu'elle peut entraîner comme dérive si on n'y fait pas attention. Et puis enfin, on a les différents programmes sur lesquels on travaille tout au long de l'année. On va passer à notre avant-dernière partie, donc culture, engagement écologique et pédagogie. Donc Madame Florence Gravas, professeure au lycée Diderot, a marqué l'établissement par ses nombreux projets liés à la biodiversité, à la préservation de l'environnement et à l'éducation écologique. Selon vous, quelle importance ont ces initiatives dans la formation des élèves d'aujourd'hui ? Alors, il était difficile de mesurer l'importance. Alors, si on prend quantitativement, ça fait partie des programmes, donc ça fait partie du cadre réglementaire obligatoire. Ensuite, de quelle manière les élèves vont s'approprier ça tout au long de leur parcours ? Parce qu'on le fait aussi au lycée, mais ça se fait aussi au collège, à l'école primaire. Et comment, à travers des gestes responsables écologiquement, ils sont mis en place aussi en dehors de l'établissement. Donc, c'est travaillé, c'est transmis, il y a une implication de la part des élèves. Maintenant, qu'est-ce que ça révèle comme importance par rapport à d'autres éléments comme une pratique sportive, comme une pratique autour de la lecture? Cela dépend vraiment des élèves et ça dépend vraiment des situations. Au travers de ces projets, qu'ils soient artistiques ou environnementaux, Madame Gravas a souvent cherché à relier la création et la conscience écologique. Pensez-vous que ce lien entre art, science et écologie est une voie d'avenir pour sensibiliser les jeunes générations ? Ouais, alors d'abord science et écologie, ça va de pair. C'est-à-dire que c'est à travers la science qu'on a pris conscience de l'écologie au sens général du terme et du respect de la planète. Alors les arts là-dedans, comment elles interviennent ? Elles interviennent à travers la dimension émotionnelle et à travers la dimension créative. Comment, à travers une analyse scientifique d'une situation autour de l'environnement, on peut créer et conditionner, faire prendre conscience aux individus à travers des actions artistiques et préparées et de fond de ce défi environnemental. C'est toute la question qui est posée dans les prochaines années. D'après vous, comment un lycée comme Diderot peut-il poursuivre et renforcer cette dynamique écologique initiée par les enseignants en la rendant encore plus visible et partagée au sein de la communauté scolaire ? D'abord, en y associant les parents d'élèves, ce qui permettrait encore de rendre plus lisible cela. Et puis ensuite, pourquoi pas travailler avec d'autres niveaux de classe qui seraient accueillis par nos élèves pour expliquer et développer les éléments. Je pense notamment à des collégiens qui se trouvent de l'autre côté de la rue, en les faisant venir, en travaillant avec eux, des élèves qui leur expliqueraient un peu les démarches qui sont prises, les démarches à la fois scientifiques, les démarches écologiques, les démarches autour de projets qui sont mis en place et qui permettraient de travailler là-dessus. Si vous deviez résumer la mission du lycée Diderot dans les années à venir, entre ouverture européenne, culture et écologie, quelle serait-elle ? En fait, il n'y a pas à choisir. C'est-à-dire que la mission, ce sont les trois. Je parlais tout à l'heure des trois piliers. Ce sont les trois piliers qui guident l'action. Ce sont des piliers qui sont à la fois complémentaires. C'est-à-dire que l'enseignement scientifique permet à la fois de travailler sur les dimensions écologiques et sur les dimensions environnementales. On est également à travers l'ouverture culturelle sur le citoyen au sens global du terme. Donc là, pour le coup, ce sont les trois piliers qui guident l'action et il n'y a pas de choix à faire entre ces trois directions. Quel message aimeriez-vous adresser aux élèves qui participent à ces projets, qu'ils soient culturels, linguistiques ou citoyens ? Alors, d'abord, la notion d'engagement. C'est-à-dire que quand vous êtes engagé dans ce projet-là, il faut le faire à fond. C'est-à-dire qu'il ne faut pas y aller en marche arrière ou parce qu'on n'a pas envie, etc. C'est-à-dire que porter un projet, incarner un projet, ça veut dire d'abord s'engager. Deuxième élément, de dépasser ses zones de confort et de ne pas avoir peur d'aller dans des domaines qui sont des inconnus. Puisque partir à l'étranger alors qu'on est resté tout le temps à Carvin, ça peut interroger, ça peut poser. Donc n'ayez pas peur, allez-y. Vous allez avoir un investissement en retour qui sera intéressant. Enfin, dernière chose, profitez-en, parce que c'est une chance de pouvoir bénéficier de ce type de projet
et de pouvoir construire ces parcours avec ces projets-là. Tous les élèves en France n'ont pas cette chance-là, n'ont pas la chance d'avoir ce type de projet, et donc ça permet ainsi de bénéficier d'une opportunité qui permet de grandir. Enfin, en un mot ou une phrase, que représente pour vous le lycée Diderot dans la ville de Carvin et dans son évolution vers une cité plus verte, plus solidaire et plus ouverte au monde? Alors, le lycée Carvin, et ce soir on va remettre avec la mairie les diplômes du baccalauréat, c'est d'abord une organisation qui est reconnue dans la ville, qui rayonne dans la ville par ses résultats, par le public accueilli et par les projets qui sont portés. Ensuite, comme on est en partenariat avec la commune sur les dimensions environnementales, j'ai cité tout à l'heure l'exemple du verger, mais il y a aussi l'économie d'énergie, la question du non-gaspillage alimentaire. À travers ces projets-là, on s'inscrit complètement dans les projets de territoire qui consistent à former les gens, à éduquer et à construire des postures pour les années à venir. Donc on est à la fois un partenaire de la mairie et en même temps un centre qui rayonne pour le territoire. Merci beaucoup pour votre temps et je vous souhaite une bonne fin de journée. Eh bien, merci beaucoup. Bonne journée. Philippe Kamel, maire de Carvin. Bonjour. Bonjour. Donc je vais vous poser quelques questions dans votre ville. Comment vous faites pour la rendre plus verte parce que je sais que c'est un engagement que vous avez pris depuis quelques années. Donc Carvin est souvent présenté comme une ville engagée sur le plan écologique. Quelle est votre vision d'une ville verte pour Carvin? On a la chance d'avoir une commune dont la surface est de 2100 hectares, qui est grand. Nous sommes la 3e ou 4e plus grande surface des villes du département du Pas-de-Calais. Nous avons un construit qui fait à peine 600 hectares. Et ça veut dire que 1500 hectares sont des espaces soit agricoles, de paysage, de nature. Et au sein de la ville, il y a énormément d'espaces qui sont soit occupés par les arbres, par la végétation, par des parcs libres. Nous avons au niveau, pour les salariés de la ville, plus de 100 hectares au sein de la ville à entretenir. Donc nous sommes par nature, par organisation, une ville où le paysage est conséquent. Alors quand on a un paysage conséquent, eh bien il faut l'entretenir et faire en sorte que notre population s'approprie ce paysage pour qu'elle puisse en faire son moment de vie et qu'il y ait des instants de respiration. On a des vies agitées et donc la respiration, on le trouve par la nature. On sait qu'il faut un minimum d'espace vert par personne et ici dans notre ville, nous sommes largement au-dessus de, je crois que c'est 15 ou 20 mètres carrés par personne. Nous sommes bien au-dessus. Pour chaque habitant bénéficie quasiment de 150 à 200 mètres carrés d'espace libre et vert dans notre commune. Donc nous avons par chance cette organisation-là et donc nous avons un devoir d'être au rendez-vous pour que la nature puisse évoluer, que la nature soit aussi respectée parce que avoir une ville de pratiquement 18 000 habitants nécessite aussi que le respect soit par rapport à la nature. Alors, cela existe, mais il y a toujours un peu de passagers clandestins dans une belle communauté collective, et bien sûr, nous n'échappons pas à cette règle. Selon vous, qu'est-ce qui fait déjà de Carvin une ville qui avance dans ce domaine? D'abord, je l'ai dit, par nature, son paysage et la manière dont on a fait que l'urbain soit complémentaire et soit respectueux du paysage. Il doit l'être encore davantage, car chaque fois que nous avons du bâti qui n'est pas de qualité, et chaque fois que nous avons du bâti qui finalement vient dénaturer notre paysage, vous avez pu le voir, vous voyez dans la vie de la ville, nous transformons le bâti. D'abord transformer le bâti pour mieux respecter le paysage. Et
Et maintenant, on va faire aussi en sorte que le paysage vienne aussi irriguer le bâti. C'est ce qu'on appelle la renaturation des espaces publics, des espaces qui sont un peu trop durs, finalement, où le béton l'a emporté sur la nature. Là, nous avons tout un travail à faire pour que la nature revienne, pour qu'on ait cette belle complémentarité. Quel projet ou initiative avez-vous mis en place pour limiter l'usage du plastique dans la commune ? Sur le plastique, d'abord, c'est général et c'est notre combat commun quand on sait que le plastique aujourd'hui envahit les rayons de supermarchés. Tous les produits de consommation portent la marque du plastique. Et bien sûr, le tri de ce plastique, le recyclage de ce plastique ne se fait pas bien. Et finalement, on trouve énormément de déchets plastiques là où les dépôts sauvages existent et dans tout ce que l'on peut ramasser. On sait que ce plastique, c'est vraiment le virus le plus important dans la détérioration de l'écologie de notre planète. J'entendais hier justement une navigatrice qui est préoccupée aussi par cette question du plastique, parce que chaque fois qu'elle navigue, elle voit dans les océans des quantités de plastique, et où celles et ceux qui observent cela très attentivement nous disent en 2050, le poids du plastique et des déchets de plastique dans les océans sera supérieur au poids des poissons. Donc ça montre qu'aujourd'hui, il faut tout faire pour qu'il n'y ait plus de plastique, supprimer le plastique. Alors l'industrie, justement, chimique et du plastique est quand même conséquente et forte, et puis elle représente des emplois, et tout cela doit se faire avec responsabilité. Ça veut dire que chacun d'entre nous, on doit mener le combat. Ici, nous allons, à partir du 1er janvier d'ailleurs, j'ai donné instruction pour que dans notre ville, il n'y ait plus de bouteilles plastiques, plus d'eau. C'est-à-dire que toute la consommation d'eau soit d'eau en carafe, alors l'eau venant du robinet. C'est une démarche un peu longue parce que la qualité de l'eau du robinet aussi est à travailler. Elle a été fortement travaillée sur notre territoire, on a encore quelques efforts à faire. Il faut que nous arrivions sur une qualité voisine de l'eau minérale. La communauté d'agglomération en est prête. D'ailleurs, c'est un engagement que les élus de la communauté d'agglomération dont je fais partie allons prendre dans la prochaine perspective des élections municipales, faire en sorte que dans les 2 ans, on ait ici dans notre territoire une eau qui est déjà de qualité, mais qu'elle soit de qualité équivalente aux eaux minérales, de façon à ce qu'il n'y ait plus de doute pour notre population. Car notre population a encore des doutes. Quand on met le robinet pour remplir la carafe et boire l'eau de la carafe, finalement, il y a encore certaines hésitations. En tout cas, nous, c'est le chemin que nous prenons ici dans cette ville. Est-ce que des mesures spécifiques existent actuellement pour rendre les événements municipaux plus durables ? Rendre les événements municipaux plus durables, oui, les mesures existent. Elles existent dans la mesure où, sur les événements municipaux organisés par la ville, parce qu'il y a 2 catégories d'événements municipaux. On a ceux qui sont organisés par la ville et ceux qui sont organisés par les associations. Nous avons un tissu associatif conséquent dans notre ville. On a près de 280 associations et qui chacune organise des événements. Et donc, il faut que ces événements, effectivement, soient respectueux de notre cadre de vie et de la nature. Au niveau de la ville, nous appliquons ces règles. Faire en sorte que dans la manière dont on fait organiser l'événement, dans la mesure où on prépare l'événement, on a un service spécifique, logistique événement ville, qui, lorsqu'il y a l'événement, va apporter tous les matériaux nécessaires, tous les préfabriqués nécessaires, toutes les barrières nécessaires, tous les blocs de béton, et ils sont nombreux aujourd'hui depuis que nous avons
pour préserver l'espace public depuis les attentats de Nice. Il y a des obligations très, très fermes pour que aucun objet ou ni véhicule ne puisse entrer dans les lieux qui sont réservés à l'événement. Donc il y a des garanties de sécurité qui sont extrêmement fortes. Et puis nous sommes en permanence en vigilance, en demande auprès de la population pour que tout ce qui va générer du déchet soit tout de suite collecté selon des règles bien précises avant l'événement. Et nos équipes, après l'événement, dans l'heure qui suit l'événement, sont tout au travail pour faire les nettoyages qu'il faut, faire les tris qu'il faut et faire les recyclages qu'il faut. Et, c'est une très très grosse logistique que nous faisons. Et nous avons assez souvent réuni les associations, on a fait une charte avec les associations. Ils ont à respecter justement des prescriptions bien fermes, bien claires, pour que leur pratique soit durable, c'est-à-dire respectueux à la fois de l'environnement naturel, du paysage, mais aussi de l'environnement urbain et minéral. L'un ne va pas sans l'autre, il faut effectivement qu'on soit tous respectueux de cela, c'est cela vers la démarche durable. Comment la municipalité travaille-t-elle avec les écoles et les jeunes pour les sensibiliser à la question de la pollution plastique et du développement durable? Alors, la municipalité travaille avec les jeunes par l'intermédiaire d'un conseil municipal jeune, où là, on fait un certain nombre d'abord de sensibilisation à ce qu'est la vie publique, l'action publique, la décision publique. Et ensuite, on a des informations, des discussions, et puis on écoute leurs propositions sur comment... alors, on a pris le thème de la propreté, comment rendre la ville propre. Il y a des opérations ville propre qui sont organisées en lien avec le Conseil économique et social et environnemental communal. Nous avons ici un conseil économique, une vraie démarche participative avec les habitants. Les habitants peuvent venir dans des séances qui sont animées par des responsables de la société civile, des animateurs de la société civile qui ont telle ou telle préoccupation. Nous, on entre bientôt, là, on a un CESEC qui va se dérouler justement sur comment aujourd'hui gérer les dépôts sauvages dans la ville. Et à partir de là, donc des propositions sont faites. Les citoyens font souvent des journées ville propre. Et bien souvent, donc, notre conseil municipal jeune y participe et donc essaie de porter aussi la bonne parole auprès de leurs électeurs, c'est-à-dire les jeunes élèves qui les ont désignés pour participer au conseil municipal jeune. On a une petite mayonnaise. Alors, je dis pas que c'est facile. Au contraire, ça suppose beaucoup de travail. Mais on a incontestablement une population qui est sensibilisée sur ce sujet et qui est volontaire pour faire. Quand nous faisons des journées nettoyant la nature, eh bien, on a une cinquantaine de personnes qui viennent. Et vraiment, ce sont des citoyens avec leurs enfants, etc., qui viennent et qui passent la matinée pour faire tout le travail. Bien sûr, il y a l'accompagnement logistique par les services, parce qu'ils vont transporter des déchets pendant plusieurs kilomètres. Donc, ils ramassent à un endroit, puis après, nos services passent à cet endroit-là et viennent rechercher ce qu'il faut rechercher. Mais on est vraiment au niveau de la ville, parce qu'on est forcé de faire partager cette préoccupation par toute la société civile. On a, à travers cette organisation de la société civile et de son conseil économique et social, une vraie démarche collective et qui emmène les jeunes. Quels sont les grands défis à venir pour Carvin dans la transition vers une ville plus verte? Le grand défi, je l'ai indiqué tout à l'heure, c'est ce que j'ai appelé la renaturation. Faire en sorte que l'espace public se qualifie davantage, que tous les friches construites ou le construit qui n'est pas de qualité, qui n'est pas écologique finalement, qui n'est pas développement durable, nous puissions progressivement le démolir et reconstruire par du bâti de développement durable, avec effectivement cette conception d'intégration de la nature. Il faut que la nature progresse davantage
dans l'espace cœur de ville qui, lui, a été bâti il y a 500 ans, finalement, et qui, aujourd'hui, finalement, n'était pas sur des préceptes écologiques et de développement durable. Donc c'est comment on vient porter, on voit bien le développement durable, il est à la périphérie, il entoure puisque je disais tout à l'heure que nous avons 2100 hectares, c'est une surface conséquente, il entoure la ville. Et maintenant c'est comment finalement cet extérieur de paysage prend le pas et viennent envahir de manière cohérente en respectant le construit, en faisant de ce construit une enveloppe de qualité à vivre tout à fait hors du commun. Si l'on se projette dans 10 ans, à quoi ressemblera selon vous Carvin en matière d'écologie et de développement durable? Alors j'espère que Carvin continuera à poursuivre sa transformation du développement durable écologique. Nous avons dans notre ville un grand enjeu, c'est la partie ouest de la ville. Vous qui connaissez la ville, vous représentez très facilement. On a aujourd'hui un lieu où une entreprise qui faisait du béton industriel pour des ouvrages d'assainissement, Bonasabla, a quitté notre ville. Aujourd'hui, les lieux de l'usine deviennent une vraie friche, un peu envahie parfois par ceux qui veulent y apporter des dépôts sauvages. On a là 9 hectares à aménager et l'ensemble de cet ouest de la ville, c'est 20 hectares. Et ces 20 hectares, c'est vraiment un projet d'aménagement qui doit mêler les défis économiques, parce qu'on a l'exploitant de la zone commerciale Leclerc qui souhaite venir se réimplanter là, mais comment il construit. Nous sommes en train de travailler avec lui et les architectes urbanistes pour qu'ils construisent des bâtiments écologiques, un centre commercial qui soit respectueux finalement de l'écologie. Et comment la nature prendra le pas avec des voies vertes, et comment le secteur de Malbezain, qui est là aussi un site tout à fait sur le plan écologique extraordinaire, finalement pourra se relier à cette zone-là. Bref, comment la nature finalement va structurer l'ensemble de la vie économique et sociale de cet ouest de notre ville. Nous avons, et c'est vraiment l'enjeu des 10 ans, nous avons 20 hectares à aménager avec qualité dans une démarche de renaturation et de développement durable. Enfin, est-ce que cette démarche municipale a aussi changé votre regard personnel sur l'importance de réduire le plastique au quotidien? Incontestablement, elle y a contribué. Quand on n'est pas élu, on ne prend pas conscience finalement de toutes ces difficultés à accompagner la vie quotidienne de nos habitants, qui sont gentils, sympathiques, qui ont de temps en temps leurs humeurs, et de temps en temps ont leurs contrariétés, qui ont leurs problèmes, et forcément avec leurs problèmes, ils expriment leur contrariété chaque fois qu'ils viennent. Et donc, on sent quand nous rencontrons des gens et puis ils ont leurs problèmes, forcément, ils expriment leurs problèmes, on les ressent dans l'échange que l'on peut avoir. Et donc, chacun, et nous portons tous de la cohérence, forcément. Et donc, pour faire en sorte que nous devenions tous finalement très respectueux, il y a beaucoup d'efforts et finalement de fraternité à créer. Moi, je crois beaucoup aux valeurs, vous le savez, aux valeurs de fraternité, de solidarité, qui, lorsque on arrive à construire ces éléments-là dans une ville, alors ça modifie la relation et ça nous rend tous responsables dans la relation avec l'autre et responsables aussi vis-à-vis de la vie de la ville et finalement de ce qui fait la vie de la ville, c'est-à-dire toute la nature et tout ce qu'il a fait, c'est-à-dire aussi s'en construire. Nous sommes une ville issue de la mine, la solidarité est notre valeur, et donc nous, ici à Carvin, on cultive cela pour toujours en faire une vie de l'avenir. Merci beaucoup pour votre temps. Voilà, très heureux, et c'est toujours
très agréable de rencontrer des étudiants qui, justement, par leur réflexion et par leur passion et leur proposition, cherchent à construire l'avenir. Aujourd'hui, nous sommes au lycée Diderot de Caravin avec Madame Florence Gravas, professeure de cinéma audiovisuel et de philosophie, très engagée dans les projets pédagogiques et écologiques du lycée. Elle a mené de nombreuses actions autour de la biodiversité et du recyclage, mobilisant élèves et enseignants. Elle est aussi l'auteure du livre Espace unique et des orientations psychiques, où elle explore la puissance du cinéma comme moyen de réflexion et de transformation. Dans le cadre de ce documentaire franco-espagnol autour de la pollution du plastique, faisant écho au livre Plastificados de l'auteur espagnol Ana Almendros, nous allons interroger le rôle de l'art, de l'éducation et de l'engagement local face à cette urgence environnementale. Madame Gravas, merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci Théo. On va commencer avec une question. Madame Gravas, vous avez mené plusieurs projets liés à l'environnement au sein du lycée Diderot, notamment autour de la biodiversité et du recyclage. D'où vient cet engagement et qu'est-ce qui vous anime dans cette lutte écologique ? Alors, quand on a choisi d'être enseignant, on a choisi d'accepter la redoutable mission de préparer la génération suivante à ce qui va l'attendre dans son avenir d'adulte. Chaque génération vit des transformations de la société, du monde, de l'histoire. Et pourtant, on pourrait dire qu'on vit une époque très particulière où les changements sont en voie d'accélération. Et cette accélération, elle est parfois présentée comme anxiogène. Les changements climatiques, les différentes difficultés qu'on rencontre par rapport à nos modes de vie actuels et leur compatibilité avec une vie sur Terre viable dans quelques décennies, sont très préoccupantes. Donc je trouve absolument essentiel que dans le cadre de l'enseignement, nous essayions de préparer les jeunes générations à ce monde de demain. Le livre Plastificados d'Ana Almendros dénonce les conséquences de la pollution plastique sur nos vies et sur notre avenir. En tant qu'enseignante, percevez-vous cette problématique au quotidien dans le lycée et chez les jeunes générations ? Alors, la pollution par le plastique est une pollution un peu sournoise parce que c'est un objet qui est plutôt valorisé dans notre culture, le plastique. Il y a des films du début des années 60 faisant l'éloge du plastique comme une nouvelle solution technique et technologique qui permet de fabriquer des objets plus beaux, plus simples à utiliser, plus hygiéniques, plus légers, bon, etc. Voilà. Et nous vivons encore dans cette culture-là. Or, deux problèmes se posent par rapport au plastique. C'est d'une part le fait qu'il n'est pas
contrairement à ce qu'on nous dit parfois, totalement recyclable, et à un moment où il ne l'est plus. Et deuxièmement, il est le résultat d'une production qui est une production de pétrole. Or, le pétrole est une donnée qui va devenir peu à peu en voie de raréfaction, voire en voie de disparition. Alors, est-ce que les jeunes d'aujourd'hui sont conscients de cela ? Je pense qu'ils vivent comme on leur a enseigné à vivre, c'est-à-dire en étant dans un univers, dans une culture où le plastique est partout. Pour autant, je pense qu'ils sont de plus en plus sensibles à ce qui apparaît, c'est-à-dire que le plastique traîne comme déchet, n'est pas nécessairement recyclable, que dès lors qu'on se promène quelque part dans la nature, on trouve des déchets plastiques. Donc je crois qu'ils sont dans cette double culture qui est d'une part une habitude du plastique, et du plastique qui est partout dans nos vies, et d'autre part le fait qu'ils commencent à être sensibles et même parfois à être de vivre une éco-anxiété par rapport à la pollution par le plastique ou le réchauffement climatique et d'autres questions liées à l'écologie. Alors pour revenir au plastique, je raconterai juste une petite anecdote qui m'avait beaucoup frappée. Après avoir mené un atelier concernant l'écologie, des gestes éco-compatibles, etc., avec un groupe d'élèves avec qui ça avait bien fonctionné, qui avait l'air assez engagés sur cette question-là, j'avais organisé un petit goûter en leur demandant, j'avais dit que j'apporterais moi des choses, et puis ils avaient apporté eux-mêmes des choses. Et j'avais pu constater que, alors que pendant tout l'atelier, ils avaient été extrêmement sensibles à cette question-là, ils avaient tous amené tout un tas de bonbons qui étaient emballés dans des plastiques, qui eux-mêmes étaient dans des sachets plastiques. Et donc on s'était retrouvés avec plein de plastique, ce dont ils n'étaient pas conscients. Voilà. Pourquoi l'établissement scolaire vous semble-t-il être un lieu important pour sensibiliser à des enjeux comme la pollution plastique ? Qu'est-ce que les élèves peuvent changer concrètement à leur échelle ? Comme je viens de l'indiquer par rapport à cet exemple, en fait, ce qui nous emprisonne dans un mode de fonctionnement qui devra changer, on le voit bien, ce sont nos habitudes. Et l'école est un lieu où on apprend, y compris à changer ses habitudes. On a par exemple, en tant qu'écolier ou lycéen, l'habitude d'être un peu paresseux à la maison, et le lycée est là pour changer les habitudes et transformer l'habitude de la paresse en l'habitude d'un peu plus de travail. Donc je pense que de la même manière qu'on apprend à changer ses habitudes concernant le travail scolaire, on peut, à l'école, apprendre à changer ses habitudes concernant l'écologie et les bonnes pratiques. Mais ça suppose de pas seulement, en tant qu'enseignant, apprendre ce qu'il faut faire ou ce qu'il faudrait faire dans des discours un peu ex cathedra où on dit voilà ce qu'il faut faire, mais aussi le faire avec les élèves. Et donc c'est pour ça que la Fabrique écologique est un atelier que je mène maintenant depuis 5 ans avec un certain nombre d'autres collègues et des membres de la communauté éducative qui travaillent avec moi dans ce but-là. Pour changer les habitudes, il faut pratiquer des gestes et les répéter dans le temps. Et c'est comme ça qu'en répétant des gestes tous ensemble, on va changer nos pratiques et nos habitudes. Donc c'est ce qu'on essaie de mener au lycée. Vous enseignez le cinéma audiovisuel. Selon vous, en quoi le cinéma peut-il devenir un outil de prise de conscience face aux crises environnementales ? Peut-il toucher différemment qu'un discours scientifique ou politique ? C'est pour moi une excellente question, Théo, parce qu'effectivement, l'art, et particulièrement le cinéma, qui est quand même un médium artistique qui est particulièrement partagé par les jeunes générations, et puis qui a une force d'influence, dans le sens où nous sommes frappés par les images que nous voyons, nous sommes bouleversés, nous sommes affectés par elles. Nous sommes aussi affectés par ce que nous lisons dans un roman, mais pas tout à fait de la même manière. Des images peuvent nous hanter, y compris la nuit, quand nous rêvons. Bon, voilà. Et donc je pense que le cinéma est un bon moyen effectivement d'éveiller les consciences à deux choses. D'une part, par peut-être des dystopies, des récits d'anticipation un peu sombres à ce que pourrait être notre avenir si nous ne modifions pas nos pratiques. Je pense qu'effectivement le cinéma a ce pouvoir de nous faire basculer malgré nous dans un monde qui pourrait être le nôtre et qui ne ressemble pas à celui que nous vivons actuellement. Voilà. Et ça pourrait être le sens de films d'anticipation ou des films qui nous offrent un monde dystopique du point de vue écologique. Et puis parce que le cinéma a cette capacité de nous faire croire à un monde
qui est complètement fictif, puisque ce qu'on voit de l'image évidemment est complètement construit, mais en nous faisant croire que nous y sommes. Et quand on est spectateur de cinéma, on a parfois l'impression d'être vraiment basculé dans le monde qui nous est raconté par l'entreprise du film. Et puis, deuxième point, je pense aussi qu'il peut y avoir des films, et ils ne sont pas si nombreux malheureusement, mais qui nous montrent aussi ce qu'on peut faire dans le temps présent pour ne pas arriver à ces dystopies, pour ne pas que notre avenir soit fait d'un monde effroyable. Donc je crois qu'on pourrait même encourager un cinéma qui nous présenterait des solutions alternatives, qui nous montrerait comment, de par le monde, un peu partout, chez nous, ailleurs, se font déjà des pratiques qui sont plus écologiques et permettraient d'échapper à la catastrophe. Dans Plastificados, Ana Almendros montre comment la fiction peut révéler un problème bien réel. Partagez-vous l'idée que l'art peut parfois dire ce que les institutions n'arrivent pas à faire entendre? Oui, je partage tout à fait cette idée-là. Alors depuis le 19e siècle et depuis le romantisme, certains considèrent que la place de l'artiste dans une société, c'est d'être justement ce visionnaire, cet anticipateur, celui qui est déclencheur d'alerte, selon le vocabulaire moderne, contemporain, qui nous montre un petit peu ce qu'on n'a pas envie de voir, qui est là pour réfléchir aux problèmes à l'œuvre dans nos sociétés et qui y réfléchit, mais ne nous propose pas un essai philosophique sur la question, mais bien plutôt des images, des sons, des récits qui nous permettent de nous réveiller à ces questions-là. Donc oui, je crois beaucoup que l'art est capable de ça. Vous connaissez bien la réalité du terrain éducatif. Diriez-vous que les jeunes sont aujourd'hui plus sensibles à ces questions environnementales ou au contraire qu'ils se sentent parfois dépassés par l'ampleur du problème? Eh bien, je crois que les deux propositions que tu fais sont également vraies, malheureusement. C'est-à-dire que je crois à la fois, et nous le constatons, que beaucoup de jeunes gens, d'adolescents, de préadultes sont très souvent anxieux ou partagent des moments très sombres lorsqu'ils essayent de se projeter dans l'avenir. On constate, nous, en tant qu'enseignants, que les jeunes générations ont du mal à se projeter dans un avenir, peut-être parce qu'il est plus incertain que, par exemple, à notre époque. Voilà. Et en même temps, précisément parce que la solution, elle ne peut pas être individuelle. C'est-à-dire que chacun d'entre nous doit participer à des changements, mais il ne peut pas, simplement parce qu'il le fait tout seul dans son coin, réussir à modifier cela. Donc, cette éco-anxiété, elle est aussi liée au fait qu'on se sent tout seul, impuissant. D'où le fait que certains jeunes gens peuvent se sentir dépassés et donc finalement se dire, bon bah après tout, puisque je ne peux rien faire, essayons de vivre le temps présent du mieux qu'on peut. Donc je pense qu'il faut en effet entendre qu'on est impuissant tout seul, mais en même temps, on a une formidable puissance collective, à condition d'essayer précisément non seulement d'agir soi-même, mais d'agir vis-à-vis des autres et avec les autres. La ville de Carlin, avec monsieur le maire Philippe Kemel, mène plusieurs actions en faveur de l'environnement. Comment voyez-vous l'articulation entre les initiatives locales et celles portées par l'école et ses enseignants? Alors cette articulation est absolument fondamentale, parce que on ne peut sensibiliser des gens à une cause que si on est un peu cohérent. Donc si les lycéens rencontrent dans leur lieu d'habitation, par l'entremise et l'œuvre de la mairie, et à l'école, on va dire non seulement un même discours, mais de même pratique, alors ça devient cohérent, alors ça devient convaincant. Et si on n'a pas cette cohérence commune, c'est-à-dire finalement une prise de conscience qui devient vraiment collective et qui articule des modes d'action sur le territoire, à l'école, pourquoi pas à la maison, alors véritablement les choses ont des chances de changer. Dans votre propre parcours, y a-t-il une expérience ou une rencontre qui a renforcé votre engagement pour la planète et la justice écologique? Alors, on peut dire que d'abord, je ne suis pas quelqu'un qui avait des convictions écologiques très précoces, j'étais quelqu'un qui était passionné par la nature, avec un besoin de nature. Voilà, je suis quelqu'un qui a besoin d'être dans un jardin, d'être dehors, d'être à l'extérieur,
de sentir le vent, d'être confronté à tous les climats, et pas simplement du grand soleil. Voilà, et puis de rencontrer des végétaux, des animaux régulièrement. Bon, on va dire que ça fait partie de mon écosystème personnel. Alors après, la cause écologique, elle est née bien évidemment au fur et à mesure des lectures que j'ai pu faire, et puis de cette menace qui grandit et dont on ne peut pas ne pas être un petit peu quand même conscient, me semble-t-il, et qui déjà dans les années 70, j'étais à peine née, surgissait, mais qui est vraiment à scander graduellement voilà, toute ma vie d'adulte. Alors après une expérience qui m'a peut-être frappée sur ce que tu appelles la justice climatique, oui, c'est que grâce à une de mes proches amies, Sophie Gigot, j'ai pu participer à l'accueil pour le week-end de gens qui, venant d'Afrique, se retrouvent à Calais bloqués parce qu'ils aimeraient, croient-ils, pouvoir mener une vie plus facile au Royaume-Uni et qui sont bloqués à la frontière, à Calais. Et d'accueillir comme ça chez moi, pour un week-end, des gens, pour que simplement ils soient traités comme des êtres humains et pas comme des animaux qu'on pourchasse. Donc de leur offrir un repas avec un sourire, parler en anglais quand c'est possible, ou simplement avec des gestes. Bref, faire preuve d'un minimum d'hospitalité. Ça m'a permis d'abord de découvrir que ce sont des gens qui sont là parce que très souvent dans leur pays, il devient impossible de vivre, très souvent pour des questions climatiques, ou des questions économiques liées à la manière dont nous dilapidons les richesses, d'accord ? Lorsqu'on fait une culture dans un pays uniquement de cacao ou uniquement de maïs pour l'exportation, on ne permet pas aux populations locales de vivre, donc forcément elles migrent et elles se retrouvent chez nous. Voilà. Et d'autre part, de constater que ces jeunes gens que j'ai accueillis, parce que souvent ce sont des jeunes gens, sont d'une force mentale, d'une intelligence de leur situation qui force admiration. Voilà. Et c'est une expérience qui m'a beaucoup nourrie. Si vous aviez la possibilité de lancer un nouveau projet au lycée pour réduire le plastique ou sensibiliser davantage, quel serait-il ? Qu'est-ce qui serait réellement réalisable ici avec nos moyens ? Alors, d'abord, j'ai envie de répondre à ta question en disant de plus en plus, je suis convaincue qu'il faut travailler dans la fabrique écologique, à la fois à proposer des choses, mais aussi à être à l'écoute de ce que les lycéens envisagent eux-mêmes, pour les rendre acteurs de ces changements. Après, je pense que par rapport au plastique, il y a plein de choses à faire, mais d'abord peut-être à prendre conscience de ce que nous sommes littéralement encerclés par le plastique. C'est-à-dire peut-être commencer par faire un répertoire de tous ces objets plastiques que nous utilisons ou qui nous entourent et qui peut-être sont remplaçables par d'autres objets. Et peut-être que ce répertoire serait intéressant de voir qu'il y a des chaussures qu'on pourrait acheter sans plastique, qu'il y a des crayons qu'on pourrait utiliser sans plastique, qu'il y a des emballages qui ne sont pas forcément nécessaires à ce que nous achetons, etc., etc. Pour conclure, quel message souhaitez-vous transmettre aux spectateurs de ce documentaire et plus particulièrement aux jeunes face à l'urgence écologique et à la pollution plastique dénoncée dans Plastificados ? Alors, moi, ma grande idée sur la question, elle ne me vient pas de moi, elle me vient d'un philosophe contemporain qui s'appelle Baptiste Morisot, qui a beaucoup réfléchi à ces questions-là et qui dit, je trouve à très juste titre, on ne peut pas proposer aux gens de changer leurs habitudes en les rendant anxieux ou en les rendant dépressifs. L'inquiétude ou l'angoisse, ça n'a jamais aidé à agir, ça bloque, ça paralyse. Donc, moi, ma ligne de conduite, c'est de dire, on peut faire des choses ensemble qui changent nos habitudes, parce qu'il faudra changer nos habitudes, mais ça peut être extrêmement joyeux. On peut faire des choses qui sont très rigolotes ensemble. Et ce que j'essaye de faire dans l'atelier écologique au lycée avec mes collègues, c'est des choses dans lesquelles on trouve de bons moments à partager entre nous, avec les élèves. Et mes souvenirs de tous les moments écologiques qu'on a pu mener, qu'on a pu vivre au lycée, sont des moments où les élèves sont contents de se retrouver avec nous, ils font des choses dans la joie, et que c'est ça pour moi le plus important.
Merci beaucoup pour votre temps, madame. Et je te remercie de ton interview.